Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 17 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les marchés ne baissent jamais ». Par contre, ils peuvent être profondément ennuyeux. Ça, c'est la thèse que j'entends de façon de plus en plus fréquente. Je rappelais hier qu'après la première Coupe du Monde de 1998, et alors que tous les indices boursiers avaient plafonné au lendemain de la victoire de l'équipe de France, eh bien, les marchés avaient entamé une grande correction. Le Nasdaq venait de voir sa valeur multipliée par 3 en l'espace de 4 ans. Le S&P, le CAC 40 avait quasiment doublé. Et on allait connaître, à partir de la mi-juillet, une grande correction jusque début octobre 1998. Bien sûr, l'histoire ne se répétera pas. Je rappelais juste hier que, après avoir vu les émergents d'Asie du Sud-Est succomber à la récession du fait de la remontée du dollar, on avait vu ensuite la Turquie, on avait vu le Brésil, l'Argentine et l'Afrique du Sud perdre pied à leur tour. C'est exactement ce à quoi nous assistons cette année, mais je le répète, l'histoire ne se répétera pas, car il y a une alternative à la grosse correction estivale que l'on pouvait éventuellement redouter. Eh bien, c'est une dérive latérale très lente et profondément ennuyeuse des marchés. Mais cette version des marchés profondément ennuyeux a de très loin la faveur des investisseurs. Un été où il ne se passe rien, c'est quelque part un été de rêve. Car une stagnation du marché, ce n'est pas perdu pour tout le monde. Et oui, si pendant 6 ou 8 semaines, le CAC 40, le DAX, l'Eurostoxx ne font rien, eh bien, vous avez des spécialistes de la vente de valeur temps, de vente de volatilité. Alors, la vente de valeur temps, vous connaissez ça par cœur, évidemment. Si vous pensez que le marché ne fera rien, que le CAC 40 restera inscrit entre 5002 et 5450, autrement dit un pas de variation d'environ 5%, eh bien vous vendez tous les calls que vous voulez, tous les puts que vous voulez à 2% au-dessus ou en dessous des cours actuels, et fin septembre, ou plutôt aux alentours du 20 septembre, eh bien l'argent que vous avez encaissé en vendant ces primes aujourd'hui, cet argent sera à vous mi-septembre. Voilà, c'est très facile de gagner 2,5-3% sur un portefeuille en ne faisant rien, en attendant juste que le marché ne fasse rien. Et comme il n'a rien fait avec les menaces de Trump, comme il n'a rien fait avec le boycott souhaité de l'Iran par les États-Unis, comme il ne fait rien non plus avec quelques signaux de ralentissement économique, pourquoi voulez-vous qu'avec une absence de nouvelles, c'est ce qu'on va vivre d'ici fin août, le marché aille quelque part? Alors bien sûr, il y a les trimestriels, mais avec des réactions du marché assez paradoxales. Souvenez-vous qu'avant-hier, nous avons les trimestriels de JP Morgan, plutôt satisfaisants, puis ceux de Citigroup et de Wells Fargo, pas très brillants. Les trois finissent à la baisse. Et puis hier, vous avez Bank of America qui publie ses trimestriels, mieux que prévu. Le titre bondit de 4% et entraîne, on ne sait pas pourquoi, JP Morgan qui ne faisait rien la veille, qui perdait même 1%, qui en gagne 4, Wells Fargo qui en perdait 2, en reprend 3,7. Que s'est-il passé? C'est simple. Quelqu'un a appuyé sur un bouton et a expédié les valeurs financières au firmament parce que, dans le même temps, vous aviez les pétrolières qui plombaient le S&P 500. Bah oui, le pétrole a replongé de près de 4% hier. Ça a ramené le WTI coté à New York vers les 68 $. Alors, entre la baisse des pétrolières et la hausse des financières, on a fini exactement au milieu, à l'équilibre. Il ne s'est rien passé.
Alors, sur le pétrole, il s'est passé quelque chose, naturellement. Rien, on va dire, de tangible. Toujours les mêmes spéculations. Si Trump et Poutine se sont parlé, et bien sûr, ils n'ont pas tout dit de leur discussion lors de la conférence de presse, il est fort possible qu'ils aient évoqué le cas de l'Iran, le boycott de l'Iran, et que M. Trump ait demandé à Vladimir Poutine d'ouvrir éventuellement un petit peu plus le robinet pétrolier. Est-ce que le maître du Kremlin a intérêt à le faire, dans la mesure où M. Trump veut lui chipper le marché du gaz, puisque Trump fait tout pour faire capoter le projet Nord Stream qui relierait la Russie à l'Allemagne via la Baltique? Pourquoi M. Poutine, qui pourrait perdre une partie du marché du gaz avec l'Allemagne à cause des États-Unis, accéderait-il aux quatre volontés de Donald Trump, qui veut, lui, plus de pétrole pour éviter que le contribuable américain ne perde trop d'argent en faisant son plein? Évidemment, M. Trump a des échéances électorales mi-novembre, et si d'ici là, le plein d'essence coûte quelque chose comme 50 $, eh bien, ça va pas le faire, et on sera obligé aussi de commencer à intégrer la hausse du prix des carburants et de l'énergie dans les calculs de l'inflation. Nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, je vous le répète, l'hypothèse qui tient la corde, c'est que l'été sera profondément ennuyeux, mais nous allons faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi, naturellement.